Hello tout le monde et bienvenue sur la nouvelle chronique du Rouquin Bookin. Aujourd'hui, attendez-vous à être mis KO pour une bonne claque du bûcheron, on s'envole pour le fin fond de l'Oregon. Et quelquefois j'ai comme une grande idée de Ken Kesey. C'est un livre, un roman américain sorti le 3 octobre dernier aux éditions Monsieur Toussaint de l'Ouverture. À l'instar du dernier Saut de la Soif, souvenez-vous, je l'avais chroniqué juste ici. C'est un livre, un classique aux États-Unis qui aura mis près de 50 ans à être traduit en français. Quant à Ken Kesey, son nom vous est peut-être familier parce que c'est lui qui a écrit le très célèbre Vol au-dessus d'un nid de coucou. Et sans le film qui s'ensuivit, Jack n'aurait sans doute jamais été le même. Mais retournons plutôt à nos forêts de l'Oregon. L'intrigue prend place au début des années 60, presque exclusivement dans l'ouest de l'Oregon, dans la petite ville forestière de Wakonda, où règne un climat océanique et donc où il y a beaucoup d'humidité, une humidité presque constante, qui est très éprouvante pour les habitants. Et c'est sous nos pluies battantes qu'on découvre dans les premières pages du roman cette ville de Wakonda, ville traversée par la rivière Wakonda-Aoga, figure terrible, omniprésente, qui chaque année étend un peu plus son lit en arrachant de larges lambeaux de terre, et cette ville de Wakonda est prise à la gorge par une grève entamée avec le soutien des syndicats par le principal moteur économique local, c'est-à-dire les bûcherons. Seulement voilà, en l'état, la grève ne peut pas aboutir à cause d'une famille, les Stamper, qui eux refusent les syndicats, qui refusent la grève, et qui comptent bien continuer à honorer leur contrat, quoi qu'il en coûte, et malgré toute l'animosité et toute la tension qui vont s'accumuler à leur rencontre. Et c'est bien décidé à ne rien lâcher, pas même d'un pouce, que les Stamper décident de rappeler à la maison le cadet, Leland, qui a quitté l'Oregon il y a plus de 10 ans, et qui est devenu un étudiant maigrichon, névrosé aux tendances suicidaires, carrément aux antipodes du reste de la famille, et surtout de Hank, son demi-frère, qui lui est une véritable force de la nature, un vétéran de la guerre de Corée, désormais marié à une femme sublime, une montagne que rien ne semble pouvoir ébranler. Et si Leland accepte de revenir, ce n'est pas pour faire tourner l'entreprise familiale, mais c'est pour se venger de Hank qu'il estime être à l'origine de ses névroses, qu'il accuse en substance de lui avoir volé sa mère, de lui avoir volé l'importance qu'il avait aux yeux de sa mère. Et c'est par ce biais que le roman happe le lecteur, c'est en mettant en image des symboles extrêmement forts mais accessibles à tous. Parce qu'au-delà de la lutte fratricide entre Leland et Hank, on a d'autres choses qui se dessinent, on a un affrontement certes entre deux virilités, mais également entre deux Amériques, l'une rurale un petit peu redneck sur les bords, mais avec encore des valeurs, et l'autre plus cultivée, mais n'ayant pas su entretenir ses racines, et étant désormais en proie à des tourments existentiels. Et surtout on assiste au fil des pages à un combat de titans, très loin d'être manichéen, et aux proportions qui deviennent peu à peu presque bibliques, parce qu'au début, si on peut penser à l'affrontement entre David et Goliath, Hank et Leland Stamper, c'est plutôt Abel et Caïn, donc deux frères ennemis, qui vont rivaliser et s'entre-déchirer pour l'affection de leur divinité, c'est-à-dire la femme, la figure maternelle, c'est-à-dire la seule force capable de les apaiser, de les arracher à leur tourment quotidien. Bon, lui, il risque de chronique, c'est cool, mais même Jack trouve que t'en fais beaucoup, là. Pas vrai, Jack? Non. Ok, j'abandonne. Mais pour porter une histoire d'une telle intensité, il fallait bien sûr une narration à la hauteur, et le style de Kesey s'avère tout aussi riche que l'histoire, exigeant certes, mais avant tout enivrant, parce qu'au sein d'un même paragraphe vont parfois se succéder 3-4 points de vue différents, plusieurs voix qui se mêlent, des voix qui parfois s'affrontent, chacun avec sa logique propre, participant à un instant présent qui nous apparaît implacable, avec ses griefs, ses ressentiments, aussi implacables que cette rivière, incapable bien souvent de comprendre autrui, ou cette humidité, ou ces pluies diluviennes, mais attention, infichu de se comprendre soi-même, faites gaffe, qui écrase les hommes et grignote la terre, Ken Kesey bouillonne littéralement de génie de maîtrise tout au long des 800 pages, et dans ce monde fait de bruit et de fureur, et c'est là toute la force du roman. Ils sont forcés d'être leur propre dieu, et ça fonctionne à merveille. Pour peu qu'on se laisse emporter, on est face à un pur chef-d'œuvre, à une œuvre démentielle, à une véritable expérience, parce que c'est un livre qui ne se lit pas seulement, mais qui se vit avant tout. Et c'est tellement rare que je vous le dis, c'est un incontournable. Voilà qui conclut cette chronique. Si vous voulez lire un autre livre tout à fait gigantesque, lisez donc Le Seigneur des Porcheries de Tristan et Golf. J'en parlerai très longuement un jour, mais pas la prochaine fois c'est Le Siège de l'Oubli de Bruce Matchart. Allez, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, bye. Lay down, my dear brothers, lay down and take your rest. I want you to lay your head upon your Savior's breast. I love
but Jesus loves you the best, and I bid you good night. Good night.